Voilà, bonjour à toutes et à tous. On va commencer donc, c'est en français, les idées en direct. Donc le moteur d'idées, c'est le bulletin numéro 8 avec Charlotte Mbou qui nous a préparé, donc qui a invité Haïti à l'honneur aujourd'hui. Donc c'est Marie-Claudine Joseph Bernard qui participe depuis le 27 juillet au réseau scolaire Covid-19 et qui va nous raconter comment elle s'y est prise, elle s'y prend pour amener les populations à utiliser les services de vaccination pendant cette pandémie de Covid-19. Donc si vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus. On va démarrer dans moins de 3 minutes. À tout de suite. Merci de nous rejoindre pour ces idées en direct. C'est donc le moteur d'idées du réseau scolaire Covid-19. C'est le numéro 8 et c'est avec Charlotte Mbou qui a invité donc Marie-Claudine Joseph Bernard. C'est Haïti qui sera à l'honneur de ce bulletin aujourd'hui avec, et je salue d'ores et déjà donc Jean-Paul Kanda et Fleur Mandel qui se sont manifestés sur Facebook ainsi que Satou Aïe. Voilà, on vous retrouve dans moins d'1 minute. À tout de suite. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. C'est donc la 8e édition de ce bulletin. J'ai repensé, Charlotte, je me suis dit qu'on pourrait l'appeler tout simplement le moteur d'idées. Puisque aujourd'hui, comme lors de chaque édition, on invite un scolaire, quelqu'un qui participe, donc qui a contribué au réseau scolaire Covid-19. Aujourd'hui, c'est Marie-Claudine Joseph Bernard. Bonjour Marie-Claudine, comment ça va? Alors on va... Chère Marie-Claudine, vous allez activer votre micro. Voilà. Et bonjour Charlotte. Bonjour Reda. Voilà, alors on va attendre un petit peu. Donc Marie-Claudine a travaillé sur comment amener les populations à
utiliser les services de vaccination pendant cette pandémie de Covid-19. Et pour vous donner un petit peu une idée, donc vous voyez ici, je vais présenter la carte. Donc, vous connaissez l'Afrique à droite. Et ici, vous avez donc les Caraïbes. On va donc entrer en matière ici et rentrer. Vous voyez Haïti, donc partagé avec Saint-Domingue. Et ici, vous voyez l'hôpital Saint-Boniface. Marie-Claudine Joseph Bernard, est-ce bien là? Est-ce que j'ai bien repéré l'endroit où vous travaillez? Parfaitement, Rida, parfaitement. Je suis à Fond-des-Blancs, de l'arrondissement d'Aquin, du département du Sud d'Haïti. Ok, formidable. Et là, Oui. Si je présente donc quelques petites photos, est-ce que ça vous reconnaissez? J'imagine. Est-ce que c'est bien chez vous? Oui, c'est l'entrée. Voilà, oui. Ok, je ne sais pas. C'était pas qui sont. Voilà. Ok, bon, on va arrêter avec l'album photo pour demander donc à Charlotte de vous présenter. D'accord. Merci beaucoup, Reda. Et une fois de plus, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de revenir pour nos bulletins du moteur d'idées. Et aujourd'hui, nous avons avec nous, comme Reda l'a dit tantôt, Marie-Claudine Joseph Bernard qui vient de Haïti. C'est l'une des participants du réseau scolaire COVID-19 qui vient d'achever avec l'exercice 1. Je ne vais pas entrer dans les détails. J'aimerais que Marie-Claudine, tout à l'heure, elle parle d'elle-même, de ce qu'elle a eu à faire et ce qu'elle est en train de faire dans son contexte pour maintenir l'offre et la demande des services de vaccination pendant cette période de la pandémie de la COVID-19. Reda? Oui, alors entrons en matière sans préliminaire. Marie-Claudine, donc priorité à l'action. Quelle était pour vous la situation entre janvier et mars 2020? Qu'est-ce qui a changé à la mi-mars avec l'arrivée de la pandémie? Et quel est le défi et l'objectif spécifique sur lequel vous avez travaillé au sein du réseau scolaire COVID-19? Oui, bonjour à tous. Donc, dès l'arrivée de la COVID-19 dans le monde, donc on était tout le staff de l'hôpital, donc s'engageait pour informer et sensibiliser les communautés. Donc, c'est à partir de mars de 2019 qu'on a eu de grands changements. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec la vaccination avant l'arrivée de la COVID-19? C'est qu'avant l'arrivée de la COVID-19, on avait une couverture vaccinale de 80 à plus de 100%. Donc, avec l'arrivée de la COVID-19, mi-mars, donc ça a tout chambardé. On voit que les services de vaccination sont presque vides. Les infirmières n'ont pas trouvé de travaux à faire parce que les gens ne viennent pas. Et dans les postes de rassemblement, les gens ne viennent pas. Donc, pourquoi? La raison, c'est que les parents ont peur de contracter la COVID-19 et ils ne fréquentent pas l'institution et même les postes de rassemblement au niveau communautaire. Et puis, il y a, malgré qu'on fait la sensibilisation, donc les gens refusent de porter les masques ou du moins d'appliquer les principes d'hygiène. Donc, c'était par ignorance, ils n'avaient pas vraiment de formation sur comment prévenir cette maladie. Ils ont beaucoup eu peur parce que en voyant la quantité de gens qui meurent en Italie, aux États-Unis, donc ils préfèrent rester chez eux. C'était comme ça. Et puis, il y avait aussi une peur incroyable du vaccin anti-Covid, pensant qu'on va l'utiliser comme cobaye pour administrer des vaccins anti-Covid. Donc, c'était ça tout challenge. Donc, on était passé de 80 à plus de 100% de couverture. En mi-mars, les taux passent de 68 à 93% de avril à juin. Donc, devant cette constatation, il faut agir. Donc, c'est pourquoi on est arrivé à planifier et puis voir qu'est-ce qu'on va faire. Donc, on était en train de réfléchir et puis voilà que vous avez lancé le réseau COVID-19. Donc, ça a donné un plus
pour travailler beaucoup plus pour atteindre les couvertures. Donc, c'est ça. Donc, on a fixé des objectifs. Donc, l'objectif spécifique qu'on a fixé, on voudrait améliorer la fréquentation au service de vaccination de façon à augmenter les couvertures vaccinales de 12 à 17%. Donc, si on atteint la couverture de 12 à 17%, on va rester dans notre objectif qui est de 95% à la fin de l'année. Donc, qu'est-ce qu'on cible? C'est principalement les enfants de moins d'1 an. C'est vrai, les enfants de 2 ans à 23 mois, c'est une cible prioritaire, oui, mais les moins d'1 an sont beaucoup plus prioritaires pour nous. Donc, c'est pourquoi on veut augmenter la couverture de 12 à 17% si on agit sur l'augmentation de la fréquentation au service. Donc, c'est ça. Donc, on avait identifié les mesures. Donc, pourquoi on a identifié les mesures, aller chercher pourquoi les parents ne fréquentent pas l'institution ou les services de vaccination. Donc on a trouvé les causes. Maintenant, il faut agir sur les causes. Donc, la première action qu'on a menée, c'est des actions de sensibilisation, de mobilisation, donc en faveur de la vaccination et en faveur d'adoption des mesures d'hygiène pour se protéger contre la COVID. Donc, c'est comme ça. On avait une restriction au niveau national de respecter la distanciation sociale et de ne pas dépasser 5 personnes par rencontre. Donc, c'était difficile dans un milieu comme le nôtre, donc pour sensibiliser les gens. Donc, on a réfléchi et on a adopté la stratégie de... Nous avons une première question donc sur Facebook. Je vais l'afficher là. Alors, on va l'afficher ici. Oui. Et donc, c'est Sekou Amadou Koulelba. Donc, fidèle au rendez-vous. Merci et bienvenue, Sekou, qui dit donc « Bonjour Claudine, tout d'abord, je vous félicite pour votre courage de réveiller très tôt pour partager vos expériences avec nous. Effectivement, en Haïti, donc, il est 8h08 du matin. Je voudrais savoir, en plus de la peur de la contamination par la Covid-19, les parents n'avaient-ils pas d'autres ou n'ont-ils pas d'autres raisons de réticence ?» Okay. Merci Amadou. Effectivement, il y en a beaucoup. Donc, la peur d'être utilisé comme cobaye pour la vaccination anti-Covid, c'était presque ça la principale raison de la non-fréquentation au service de vaccination. Parce que les gens nous font confiance. Et on a eu un bon partenariat au niveau communautaire. Il n'avait pas, je ne comprenais pas pourquoi les gens ne viennent pas. Et c'est en menant notre petite enquête qu'on a découvert que les gens ont peur à ce que leurs enfants reçoivent des vaccins anti-Covid et utilisés comme cobayes. C'était ça. Donc maintenant, il faut regagner la confiance de façon à augmenter la fréquentation. C'est pourquoi notre première action, c'était de sensibiliser les gens, utiliser des camions musicaux de façon à passer dans les diverses localités, entamer des conversations avec la population, tout en respectant les principes. S'il vous plaît, Marie-Claudine, j'ai une question pour vous à ce point. Je voulais savoir quel était le message, peut-être l'une des messages clés que vous transmettez aux communautaires et aux mamans, aux parents d'enfants, lorsque vous passez dans ces caravanes-là, qui les ont fait changer d'avis en ce qui concernait toutes ces rumeurs et réticences. OK. Donc, qu'est-ce que les gens ont compris? C'est que la COVID-19, c'est vraiment mortel. Si on attrape la COVID-19, on va être mort. On va être mort. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a dit, c'est la COVID-19, c'est une maladie hautement attrapante. Maintenant, on doit se protéger. Et puis, on insiste beaucoup plus sur les moyens de protection. C'est vrai, on a parlé des moyens de contamination, les diverses façons de contracter la maladie,
et aussi les diverses façons de se protéger. Et puis, on a insisté, il n'existe pas encore de vaccin contre la COVID-19. Et puis, les gens disent, ah bon, il n'y a pas de vaccin maintenant. Et puis, ils ont vu qu'ils étaient dans l'erreur. Donc, il n'y a pas un vaccin. Et puis, les gens ont peur, ne fréquentent pas l'institution parce que ils ont peur d'être vaccinés par un vaccin anti-Covid et il n'existe même pas de vaccin dans le monde. Donc, c'était ça le principal message, c'était la maladie est hautement contaminante, il faut se protéger, voilà les moyens de prévention, les moyens de contamination et voilà c'est ce qu'il faut faire et il n'y a pas encore de vaccin disponible dans le monde. Et c'est ça. Merci beaucoup, Marie-Claudine. J'ai une autre question. Maintenant, vous êtes sortis pour sensibiliser et amener les parents d'enfants vers la formation sanitaire. Quelles sont les actions que vous avez prises au niveau de votre centre hospitalier pour vous assurer que lorsqu'ils viendront, ils auront le service, donc que ce soit la vaccination et eux-mêmes ainsi que les prestataires de soins et de services de vaccination seront protégés? Oui. Donc, il y avait, même avec l'arrêté, il y avait un arrêté présidentiel qui a fait l'obligation à tous les Haïtiens de porter des masques. Mais ça n'était pas respecté partout. Mais au niveau de l'institution, on a affiché ça. C'est obligatoire à ce que les gens portent des masques. Ensuite, on a mis des masques disponibles parce qu'on veut à ce que les gens fréquentent les services de vaccination. On veut à ce que les gens fréquentent les postes de vaccination au niveau communautaire. On s'est organisé avec les agents communautaires pour assurer la disponibilité des masques au niveau des postes de rassemblement. Et puis, on a établi un partenariat avec d'autres ONG locales et associations pour distribuer des masques aux gens. Maintenant, les gens ont les masques, mais c'est pas ça ne veut dire pas que les gens portent les masques malgré ils ont les masques à disposition. Donc, c'est toujours, on fait l'obligation à ce que les gens portent des masques et au niveau de l'institution, même à l'entrée, on a une équipe de triage qui fait non seulement le triage pour chercher la température, les signes suspects de COVID et ensuite pour encourager les gens, se laver les mains, ajuster les masques avant de pénétrer l'enceinte de l'institution. Arrivé dans l'institution, tout le personnel porte des équipements de façon à se protéger et pour protéger des personnes les clients. Donc, le personnel porte des masques, porte des bonnets, porte des blouses, tout ça, de façon à gagner la confiance des gens qui fréquentent le service. Alors moi j'ai une... merci Marie-Claudine. J'ai une question. J'aimerais revenir sur cette histoire de char musical, si j'ai bien compris, de camion musical. Est-ce que ça c'était déjà une pratique existante utilisée dans les campagnes de sensibilisation ou bien est-ce que c'est quelque chose qui était nouveau, que vous avez fait pour réaliser pour la première fois dans le cadre de la riposte, enfin dans le cadre du maintien des services de vaccination? Donc, on a utilisé ça pour la première fois dans le cadre de vaccination, mais c'est une activité qu'on savait faire lorsqu'on va lancer de nouveaux projets au niveau des communautés. Donc, pour atteindre beaucoup plus de personnes, pour lancer les messages et avant de s'organiser, avant d'organiser des petits groupes pour la formation, on savait organiser des caravanes de sensibilisation, utiliser des banderoles et attacher à un camion et puis un DJ et puis pour véhiculer les messages. Donc, nous aussi, on a écrit des spots publicitaires. Donc, et puis, on a passé dans toutes les communautés. Alors, la prochaine question de Sekou Amadou Koulelba est la suivante. Après vos séances de sensibilisation, est-ce que vous avez obtenu un résultat mesurable? Donc, concrètement une différence dans le comportement, dans l'attitude, dans de la part de la population? Donc, on a pu estimer la quantité de personnes sensibilisées. Donc, c'est ça par localité. On sait quelle quantité de personnes, plus estimativement, qui
qui vivent dans la communauté. Si on a établi un calendrier, donc après 3 ou 4 passages, donc on a estimé, voilà la quantité de personnes qui ont accès à l'information. Maintenant, quelles sont les personnes qui ont appliqué? On va faire ça à partir de l'observation de la fréquentation au niveau des services. Donc, au début, l'hôpital était complètement vide. Les gens pensaient que l'hôpital était même fermé. Et puis, avec les séances de sensibilisation, après 15-22 jours, les gens commencent à revenir à l'hôpital. Et les services, avec respect des principes, les services, c'est comme s'il n'y avait pas de COVID-19. Donc, les gens viennent pour prendre les services. Et puis, les services de vaccination, les parents commencent à venir, les enfants. Et puis, c'est comme ça, on pourrait mesurer ça. OK, merci Reda, merci Sekou et merci à vous Marie-Claudine. J'ai juste une question parlant des résultats maintenant. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a changé en ce qui concerne la couverture vaccinale, les indicateurs de la vaccination depuis que vous avez commencé à mettre en place ces mesures? Oui, donc pour gérer quelques résultats, donc je le fais par antigène, les doses de complétude. Peut-être vous pouvez juste nous donner juste peut-être 2 antigènes. La vaccination. Donc Marie-Claudine, je disais peut-être juste pour le Penta 3, l'antigène tracer. OK. Pour le Penta 3, on était descendu à 68 et maintenant on est à 90% de couverture pour le mois de juillet, pour le mois d'août. Maintenant, j'attends pour la fin de septembre pour savoir à quel niveau que je suis. Donc, pour le pentavalent, je suis à 90% de couverture. Pourtant, avec la COVID-19, j'étais descendu à 68. OK. Merci. Je voulais juste savoir votre expérience du réseau scolaire COVID-19. Parce que quand je vous écoute parler, vous avez commencé à entreprendre quelques actions avant juillet, de rejoindre le réseau en juillet. Donc, quelle est la différence que votre participation à ce réseau a apporté au travail que vous faites, que vous êtes en train de faire et que vous envisagez faire? Oui. C'est que mon constat au niveau du réseau, c'est qu'il y a un langage commun. C'est vrai, on vient des pays différents, mais il y a un engagement pour rehausser les couvertures vaccinales dans le monde. Donc, ce que je fais avec mon équipe, c'est pas différent. Donc, en naviguant sur le moteur d'idées, on voit que les échanges, c'est comme si on était dans la même équipe, on travaillait dans la même institution. Donc, c'est un langage commun. Donc, c'est ce que j'ai pu apprendre du réseau scolaire. En parlant du moteur d'idées, en 2 semaines, oui, on a pu avoir plus de 1200 idées dans le moteur d'idées. Est-ce que vous avez contribué des idées au moteur d'idées, Marie-Claudine, et avez-vous en utilisé dans la rédaction de votre plan d'action? Bon, effectivement, j'ai soumis des idées, mais ce n'est pas par rapport à la demande, à l'offre de demande au service de vaccination. Donc, j'avais surtout contribué à assurer la sécurité du personnel de santé oui, la protection du personnel de santé pendant la période épidémique. C'est ce défi-là que j'ai travaillé dans le moteur d'idées. Bien sûr, j'ai consulté d'autres idées en rapport avec mon projet, mais j'ai contribué beaucoup plus dans la protection du personnel durant la période épidémique. C'est sur ça que j'ai travaillé dans le moteur d'idées. D'accord, merci beaucoup. J'avais un rôle très important dans la protection du personnel au niveau de l'institution où je travaille. Donc, il y avait plein d'idées, donc j'ai partagé avec l'équipe scolaire.
Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Merci Charlotte et merci Marie-Claudine Joseph Bernard. Donc, vous intervenez depuis Haïti, plus précisément donc à Fond-des-Blancs, à Aquin, au département du Sud. On a montré sur la carte où ça se situe et vous nous avez parlé donc de comment vous amenez les populations à utiliser les services de vaccination pendant cette pandémie de Covid-19. Il s'agit donc du bulletin quotidien du moteur d'idées, en fait quotidien maintenant, où nous invitons donc des membres du réseau Covid-19 du monde entier à partager en français et en anglais leur travail, comment ces derniers mois ils ont réussi à maintenir les services de vaccination et comment ils reprennent maintenant de plus belle pour reprendre le terrain qui peut-être a été perdu dans certains endroits pour ne pas perdre les résultats de la vaccination. Donc le réseau scolaire Covid-19, retrouvez-nous donc c'est demain à la même heure. Sur notre page Facebook. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur notre site learning.foundation. Je ne pourrai terminer ce bulletin donc sans, je sais que l'événement de demain est très très attendu. Donc il s'agit de la cérémonie de remise de certificat pour les personnes qui ont terminé avec succès l'exercice 1 du réseau scolaire Covid-19. Cela vaut la peine de ne pas louper cet événement. Il y aura notamment des présentations pour vous raconter l'histoire un petit peu et vous raconter concrètement comment ce réseau, en travaillant ensemble, les praticiens trouvent des solutions au-delà des frontières, au-delà des niveaux du système de santé. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce bulletin. J'ai hâte de vous retrouver demain. Merci encore donc à Charlotte et Marie-Claudine. À bientôt. Merci Reda, merci Marie-Claudine et à bientôt.